Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Côte à Côte. Aujourd'hui avec Jérémy Mailleux, nous vous emmenons dans l'Audomarois, à cheval entre le Nord et le Pas-de-Calais. Nous sommes ici sur les hauteurs de Watt, au Moulin. Nous allons visiter par la suite le blocos d'Eperlec et la distillerie de Houle. Je suis avec Jean-Luc Havard, guide bénévole. Jean-Luc, bonjour. Oui, bonjour à tous. Quel panorama? Oui, un beau panorama. Donc on est ici sur le bastion de l'ancienne fortification qui supporte un très beau moulin, un moulin en pierre, très connu, qui a été bâti avec des pierres provenant de l'abbaye. Alors, quelle période de construction? Alors, le moulin date de 1731. Donc, comme vous le voyez, il domine un grand paysage, puisque la vue s'étend de Dunkerque à Saint-Omer, donc de la plaine maritime à Saint-Omer et donc au Marais Audomarois. Watt est commune du Marais et du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Et donc ici, c'est un lieu touristique où, bien sûr, aujourd'hui il fait un peu frais, mais le midi, on a beaucoup de gens qui viennent pour s'installer, déjeuner, faire une petite promenade. Ce lieu est emblématique de la commune. Il permet aussi de faire un circuit de randonnée puisqu'on a un chemin qui nous emmène vers le centre-ville et qui permet de découvrir de beaux paysages. On a pas loin d'ici un site exceptionnel qui s'appelle le lac Bleu et donc on pourra à terme relier par un sentier sécurisé pour pouvoir visiter ce lieu de biodiversité, tout comme ce site est un beau lieu de nature et de patrimoine. Donc de la nature, du patrimoine historique, religieux. On va voir tout ça dans Watt, on va faire un petit parcours, vous nous emmenez? Alors on va aller voir le site de l'abbaye, un site qui garde encore tout son mystère, et puis l'église Saint-Gilles de Watt, qui est un monument historique qui mérite également la visite. Donc ici on est dans le parc de l'abbaye. Donc l'abbaye a été fondée au XIe siècle. Donc bien sûr elle n'était pas dans cet état-là. La tour date également du XVIe siècle environ. Et donc la vieille tour que l'on voit, donc c'est la ruine de l'abbaye. Elle n'a pas été démolie parce qu'elle servait de repère pour les navigateurs. Puisque la mer est ici à 25 km. On peut même par temps très clair voir des bateaux arriver au port, notamment les gros porte-tankers au port de Dunkerque. La particularité de cette abbaye, bien sûr il y avait des moines, mais elle a aussi abrité un collège de jésuites réputé. À partir de 1608, jusqu'à ce que les jésuites se fassent expulser de France en 1763. Et dans ce collège, par exemple, a été étudiant John Carroll, qui fut le premier évêque catholique des États-Unis. Après la destruction de l'abbaye, donc le mobilier a été réparti dans différentes paroisses. Donc l'église de Watt où nous allons aller a pu obtenir un certain nombre de choses, bancs de communion, tableaux, confessionnals notamment. Et nous allons aller les voir. Allons-y. C'est parti. Donc ici vous imaginez cette tour, c'est une tour beffroi construite en briques, on va dire 16e siècle, puisqu'elle a été achevée au 16e siècle, au début du 16e siècle. Donc elle est assez imposante, une tour parce que l'église était fortifiée. Voilà, donc des panneaux sculptés qui proviennent de l'abbaye, et puis encore quelques pièces de mobilier également que je vais vous faire découvrir. Mais ce que vous avez sans doute vu en entrant, c'est la luminosité des vitraux du chœur, donc des vitraux qui datent de la fin du 19e siècle et qui sont inscrits au monument historique, tout comme la tour. Voilà, alors on fait ce que font un certain nombre de personnes dans la journée, ou ceux qui participent à la neuvaine à Saint-Gilles, puisque l'église est dédiée à Saint-Gilles, qui est un saint protecteur du 7e siècle, dont l'église possède un buste qui fait l'objet d'une dévotion. Donc cette dévotion consiste à prier Saint-Gilles et à mettre une bougie pour ses intentions. Donc ce buste est du XVIIe siècle et il était autrefois porté en procession lors de grandes fêtes. Et donc on est ici dans la nef consacrée
à Saint-Gilles. Et alors, il était protecteur de... Oh, c'est un saint pour un certain nombre de choses, les maux de tête, l'épilepsie, ce qu'on appelait le mal caduc. Et puis, bon, on s'aperçoit que les gens sont toujours fidèles à Saint-Gilles, qui est le patron de l'Église depuis le XIIIe siècle. Mais le buste n'était pas là au XIIIe siècle, il est arrivé plus tard. Et cette nef est dédiée à Saint-Gilles, qu'on voit également sur le retable de Saint-Gilles, de cette nef de l'église. D'accord. Et on passe devant, alors on vient de voir également le calvaire, qui est un ensemble assez intéressant avec une statuaire, notamment un Christ très, très bien sculpté. C'est une composition entre un Christ qui était à un autre endroit, une peinture qu'on a fait en 1914, un portement de croix. Seuls les fonds baptismaux sont d'origine de la création de la nouvelle église, on va dire, en 1845. D'accord. Et là, en déambulant, on s'aperçoit qu'on passe devant la chaire, une chaire assez majestueuse, on va dire, avec une particularité, c'est qu'elle a un escalier dit à double révolution, c'est-à-dire un escalier, pour une toute petite église quand même, pas énorme, un escalier à double révolution, ce qui est rare. Et cette chaire a été faite dans les ateliers d'un ébéniste de Wormhout en 1900. D'accord. Double révolution qui permet de monter d'un côté et puis de descendre de l'autre, et puis qui donne un aspect assez majestueux à cette chaire. Ouais. Alors la particularité de l'église, et ce qui en fait à la fois sa richesse et sa beauté, et là on s'en rend compte en étant à leurs pieds, ce sont les vitraux du chœur, qui sont de grandes verrières réalisées en 1875-1877 par des artistes, Lefebvre et Luçon. Le père d'Antoine Luçon a restauré la Sainte-Chapelle et Notre-Dame de Paris, donc c'est quelqu'un qui était renommé dans le milieu artistique verrier pour confectionner des vitraux. Et donc chaque vitrail mérite qu'on s'y attarde. Et vous voyez, on est ici à leurs pieds et il dégage une lumière assez impressionnante. Petite anecdote aussi, donc vous voyez, l'église est bien éclairée, mais dès 1895, l'église a été éclairée par des lampes électriques, par une centrale électrique qui produisait de l'électricité à watts. En 1895, c'est une prouesse pour l'époque. Donc il y avait l'électricité, il y avait de l'argent pour restaurer les vitraux. Ça témoigne quand même d'une certaine richesse de la ville à cette période. À cette période, la ville était assez industrielle et puis il y avait surtout des donateurs. Alors ici, on s'arrête devant un tableau qui a été fait en 1950, la Vierge à la quenouille. Alors, oui, on voit une quenouille. On voit une quenouille, donc elle rappelle le passé filateur de Watt. Watt a eu une grande filature de jute de 1852 à 1977. Alors l'autre grande industrie de Watt, c'était la fabrique de pannes, poterie, carreaux. Donc tout d'abord de façon assez artisanale avec des établissements qui se situaient dans le centre du village. Les paroissiens, à l'issue des apparitions de la Vierge en 1858, ont créé cette œuvre. On voit qu'elle est faite avec ce qu'on appelle des pannes, c'est-à-dire des tuiles plates. On les voit bien notamment en haut à gauche. Et puis même un peu en dessous, on voit ce qu'on appelle encore, même si c'est plus usité, des drains, c'est-à-dire de quoi drainer les champs, et qui étaient fabriqués ici en terre cuite. L'église est ouverte tous les jours. Donc il y a un passage. Bon, vous voyez, il y a des cierges qui témoignent du passage, donc selon les jours. L'église étant en centre-ville, à côté du cimetière, pas loin des commerces, il y a un passage, qui peut être... Il y a beaucoup de touristes. Alors là, c'est plus tellement la saison, à l'époque où on tourne, mais dans l'été ou le dimanche, il y a plusieurs dizaines de personnes qui viennent chaque jour dans l'église. Bien, merci Jean-Luc pour la visite de l'église Saint-Gilles, l'abbaye et le moulin. Voilà, c'était un plaisir de vous accueillir sous le soleil d'un presque hiver. Ouais, c'était merveilleux. Voilà. Moi, j'ai un dernier arrêt à faire à la boulangerie. Ouais, normal. À bientôt. Voilà, à très bientôt. Merci. Et donc la boulangerie, c'est la boulangerie Bertin à Watts, où Hubert de Mégil du Blocos d'Eperlec a commandé des sandwichs. On va aller les chercher pour les déguster. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher les sandwichs du Blocos. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.
Bonjour Théo. Vous allez bien? Très bien. Vous avez apporté les sandwichs? Ah, c'est une bonne initiative. Il y en a un pour vous, un pour moi. Super. Vous pouvez le manger dans la voiture. On va démarrer avec la voiturette. Ok. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. C'est parti, on commence la visite? De suite. Donc, le visiteur ici, il va suivre la direction de Dunkerque. Pour faire une bonne visite à Éperlec, il faut observer, lire, écouter. Avant le blocos, racontez-moi un peu l'histoire d'Éperlec, l'histoire de la forêt d'Éperlec. La forêt d'Éperlec est une forêt d'un massif qui représente à peu près 1000 hectares et qui avait une sylviculture très sévère, à savoir d'être l'une des plus belles forêts de bois d'œuvre au nord de Paris. La sylviculture, du petit poucet, c'est de venir faire la cueillette des beaux sujets, des beaux arbres, pour faire de l'ébénisterie, puis on descendra par la menuiserie, la charpente, le bois de coffrage, etc., jusqu'au bois de mine, piquet de clôture, bois de chauffage et le fascinage pour retenir le sable le long des plages. Cette sylviculture a amené un développement magnifique, parce qu'il y a le canal de la proximité qui est desservi par des petits canaux, et grâce aux bacoves qui peuvent rapprocher le bois jusqu'aux péniches, on peut inonder un peu toute la région. L'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, par contre, là, a fait beaucoup de dégâts à ce massif. Trouvant des jeunes plants sélectionnés de 20 à 30 cm de diamètre, les Allemands vont faire passer des cognets, des passe-partout, et pour fabriquer des piquets et des asperges roumelles pour protéger le littoral. Construire le mur de l'Atlantique. Exactement, construire le mur de l'Atlantique. Et ce massif va être vandalisé. Le 3 octobre 1942, pour la première fois, une fusée fait un tir parfait. Il s'appelle A4, et Hitler est sur le front russe en train de perdre le conflit. Il se retourne, voyant que cette arme peut être utilisée comme arme de représailles, met les moyens et décide de construire de toute urgence une base dans le nord de la France qui pourra lancer 36 fusées par jour et avoir 3 jours de pleine autonomie. En décembre 1942, le site d'Éperlec est réquisitionné. Les travaux vont aller très vite. Une main-d'œuvre locale viendra appuyer. Le nom de code, c'est KNW, Centrale électrique Nord-Ouest. Et pour tromper l'ennemi, il y a 2 noms, Bunker de Watt ou le blocos d'Éperlec. On estime qu'à peu près 35 000 personnes sont passées sur le chantier, avec des équipes d'environ 1000 personnes, jour et nuit. Donc le 27 août 1943, à 17h30, 185 forteresses vont venir lâcher 366 bombes d'une tonne en moins d'1 heure. Du coup, Éperlec va être modifié pour pouvoir construire uniquement une usine de production d'oxygène liquide qui est le complément avec le carburant pour pouvoir faire décoller les V2. Voilà, nous arrivons sur la partie nord du blocos où vous allez pouvoir constater le résultat du tremblement de terre artificiel suite au bombardement du 27 août 1943. Vous pouvez observer comment les éléments ont glissé, bougé un peu dans tous les sens, mais la dalle au-dessus est restée à l'horizontale. Le lancement mobile est préparé, mais on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie, et le débarquement va arriver le 6 juin 1944. Pour conclure, ces 2 armes terrifiantes qui auraient pu changer la destination de la Deuxième Guerre mondiale vont ouvrir l'ère de la conquête spatiale pour le V2 et le drone pour le V1. Après la guerre, le site est abandonné et la végétation a repris ses droits. Et la nature est partout, les tourbombes ont été aménagées, dedans on y trouve plein de petites salamandres, choses, et des chauves-souris dans les blocos, on pense à tout le monde. Alors aujourd'hui, je veux transmettre cet aménagement à des personnes qui veulent continuer l'effort de devoir de mémoire qu'on a fait. Et ça fait à peu près 25 ans que je suis bénévole à développer ce site, et ça fait 50 ans que je m'en occupe. Donc il faut passer la main à de jeunes générations qui, avec les nouvelles technologies, vont faire développer ce devoir de mémoire. Merci Hubert pour cette visite, c'était très intéressant. Merci Théo d'être venu voir ce blocos d'Éperlec.
Et si vous avez des séries, n'oubliez pas de saluer Lionel pour moi. Et ben j'y vais justement, j'y vais, je suis en route. Bonne Au revoir route. Hubert. Au revoir. Et alors nous sommes à Houle, à 5 km environ d'Eperlec, 5 km de Watt, à la frontière entre les Flandres et l'Artois. Nous sommes dans le bassin audomarois, à environ 500 mètres des sources de la Houle, qui ont une importance primordiale pour la création de la distillerie en 1812. Je suis avec Lionel Persine. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour. Lionel, quelle est l'importance de l'eau alors aujourd'hui pour la distillerie et puis dans l'histoire de la distillerie? On a besoin d'eau pour l'activité de distillerie, c'est-à-dire qu'on distille de l'alcool, mais avant de faire de l'alcool, on a besoin d'eau. Et en fait, l'histoire de la distillerie est intimement liée à l'histoire de cette petite rivière ici qui s'appelle donc la Houle, puisque le premier site de la distillerie était vraiment implanté juste à côté d'une des résurgences de la rivière. D'accord. Ça a été, on est ici sur le quai de déchargement en fait historique de la commune, où on avait effectivement d'un côté du charbon qui pouvait arriver par voie navigable, mais également de la marne, c'est-à-dire du calcaire, de la craie, qui était utilisée pour fertiliser les champs à l'époque. On est dans une région où on cultive de la céréale, donc des céréales on en a. Et l'histoire de la distillerie, l'histoire du genièvre également, on peut rapprocher cette histoire de celle de la bière, tout simplement, parce qu'on est sur deux alcools de céréales. Et l'un n'est pas distillé, aromatisé avec du houblon. C'est pour ça qu'on fait pas mal de bière dans la région, parce qu'on n'a pas vraiment cette production fruitière caractéristique. Et puis, quand il est distillé, c'est traditionnel de l'aromatiser avec des baies de genévrier. Voilà ce que c'est que le genièvre. Ok, j'ai hâte de voir le genièvre, la fabrication, l'histoire de la distillerie. Eh ben, on y va. Allez. Ici, le grenier à grains. Alors, nos anciens ont conçu la distillerie de telle sorte qu'en fait, on va commencer au plus haut et ensuite, on ne va faire que descendre. Donc, pour passer d'une cuve à l'autre, quand même beaucoup plus simple. On n'a qu'une vanne à ouvrir. Pour le genièvre, 3 céréales. Donc, on va avoir donc, de l'orge maltais, du seigle ici dans les sacs et de l'avoine. Donc, qui sont mélangés. Alors ici, il y a même le sol en fait, et avec l'ustensile indispensable, la pelle en bois. Donc la pelle en bois qui va nous éviter en fait d'écraser le grain, donc de transformer ici les lieux en un brouillard londonien. Ensuite, ce mélange de céréales va passer dans un concasseur qui va en faire une farine grossière, et farine grossière que l'on va stocker ici dans le petit silo avant donc l'étape de brassage dans la cuve qui est juste derrière. Donc là ici, ça fait tourner des pales en fait à l'intérieur de la cuve qui vont permettre donc le brassage en fait, de mélanger la farine avec de l'eau chaude et de faciliter la dissolution de l'amidon dans l'eau. Une fois que l'amidon est dissous dans l'eau, sous l'action du malt d'orge, qui est de l'orge qui a été germé puis séché, contient une enzyme qui s'appelle l'amylase qui va permettre de transformer l'amidon en sucre. Et c'est ce sucre qu'on va pouvoir fermenter et transformer en alcool. À la fin du brassage, on rajoute des levures. Les levures qui sont des organismes vivants qui, pour vivre et se multiplier, mangent le sucre et vont relâcher 2 choses. Donc l'alcool qui nous intéresse, mais également un petit peu de gaz carbonique. Donc on voit quelquefois des bulles qui se forment en surface du brassin. Ça justement, c'est la fermentation qui est en cours. Donc en fait ici, on sent vraiment la chaleur qui se dégage sur la cuve. Donc la dernière étape qui va donner son nom au genièvre, c'est-à-dire qu'au cours de la dernière distillation, on va donc ajouter des baies de genévrier, donc dans un sac de jute, tout bêtement, qu'on va plonger dans l'alambic. Et pendant cette dernière distillation, les baies de genévrier vont infuser, et c'est ça qui va donner son goût au genièvre. Donc là ici, on a des baies de genévrier qui ont été récoltées il y a très peu de temps avec le Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France. Donc on remplit l'alambic, on ferme tout, on va mettre à chauffer. Donc c'est chauffé au gaz pour atteindre une température de 80-85 degrés et qui correspond à une température où l'alcool va commencer à se volatiliser. Donc les vapeurs vont remonter ici par ce qu'on appelle le chapiteau, se concentrer au niveau du coude qu'on appelle le col de cygne. Et donc le tuyau va aller vers l'extérieur. On a des grandes cuves remplies d'eau froide à l'intérieur desquelles le tuyau fait ce qu'on appelle un serpentin, c'est-à-dire qu'il s'enroule autour de lui-même. Et donc tout au long de ce serpentin qui est plongé dans l'eau froide,
les vapeurs vont refroidir jusqu'à se condenser, c'est-à-dire revenir sous forme liquide. Et donc la sortie de l'alambic est juste là-bas. Voilà, donc là on est dans une de nos 6 salles de vieillissement. En fait, on a 6 salles de vieillissement ici. C'est la dernière étape de fabrication quelque part du genièvre. Un éventuel vieillissement en fût de chêne. Donc dans un sens, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Alors on ne peut pas partager avec les téléspectateurs, mais on a une certaine odeur ici dans cette salle. Donc il y a toujours un petit peu de genièvre qui va s'évaporer. Et puis on va tout de suite avoir la complexité des arômes. Donc là, notamment celui-ci, une des caractéristiques, il va développer des arômes d'abricot sec. Et les arômes d'abricot sec, là, je les ai... Voilà, je les ai directement au nez. Et alors, vous pouvez me présenter les produits qu'on a devant nous? Oui, donc, alors nos produits, oh mon Dieu, on n'a pas assez de place sur le tonneau pour tous les présenter. Ah ouais, je là, vais il y a un citer. petit aperçu. Donc là, avec la conserverie Saint-Christophe, du Pot-Chevelèche. Là, ici, l'entreprise Norénie, du saucisson au genièvre. Alors celle-là, j'aime beaucoup. La Bistoule. La Bistoule, c'est le confiturier du village, qui est à Oul ici, qui est vraiment un ami. Et donc, petit jeu de mots, parce que, en fait, les arômes de cette confiture, c'est pomme, café, genièvre. Donc, café, genièvre, il y a cette référence à la bistouille. C'est les ingrédients originels. À la bistoule, au patois. Bon, alors, on l'a écrit un petit peu différemment, puisqu'on est à Oul. D'accord. Et qui était vraiment le breuvage des mineurs, alors? Oui, des mineurs, mais des ouvriers en règle générale, qu'ils soient dans l'industrie, qu'ils soient les ouvriers agricoles également. C'était avant de partir en champ. C'était le petit coup de fouet histoire de se donner des forces, du courage. Bon, là, cette saison, de se réchauffer aussi une fois de temps en temps. Voilà. Et puis, petite nouveauté, on a également donc des guimauves qu'on a faites justement avec notre cocktail aux fruits rouges pour se faire plaisir. Ça c'est de la gourmandise, mais il n'y a plus d'alcool du tout. Ça n'a pas que l'air. Ouais. On peut goûter? Oui, oui, évidemment. Ça fond dans la bouche. C'est un artisan qui est ici à côté de Saint-Omer, Monsieur Guimauve à Arques. Et alors Lionel, merci de nous avoir fait découvrir la distillerie. On finit sur une petite note sucrée qui est délicieuse. Et c'est aussi la fin de notre épisode de Côte à Côte. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous. On a vu toute la richesse patrimoniale, toute la richesse historique et naturelle de l'Audomarois, à Éperlec, à Watt et ici à Oul. Et on vous dit à bientôt sur Côte à Côte.